Nos invités de Planète Marché ce soir pour décrypter l'actualité du moment sur les marchés dans la planète finance. On est avec Julien Kistrebert, directeur des investissements de Montségur Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le président d'IM Capital. On attend normalement Florence Barjou qui va nous rejoindre, directrice des investissements de l'Ixor Asset Management. Le record du CAC 40. Ça fait 48 heures que je me creuse la tête pour savoir comment traiter de la manière la plus intelligente possible ce sujet boursier. Et pour tout vous dire, c'est Alix Nguyen que vous avez entendu qui a trouvé la bonne clé d'entrée, je trouve, avec la bonne question à poser. Pourquoi est-ce que le CAC 40, hors dividende, a mis 21 ans pour retrouver son sommet historique et battre son record du 4 septembre 2000, en l'occurrence? Et j'ajoute deux autres questions. Pourquoi est-ce que le CAC 40 dividende réinvesti, puisque c'est ça qui intéresse quand on est épargnant et investisseur, n'a fait qu'à peine 100% en 21 ans, c'est-à-dire à peine multiplié par 2, ce qui nous donne un rendement annuel brut d'un peu plus de 3%, quand le S&P 500, lui, a fait x3 depuis l'an 2000, que le Nasdaq a fait peut-être x4, même en partant du sommet du Nasdaq au début de l'année 2000. Et la dernière question, c'est pourquoi est-ce qu'un record du CAC 40, un record en 21 ans, aussi laborieux soit-il, soulève des commentaires, alors qu'on a pu tous lire, entendre ces derniers jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres médias. Autant de méfiance, autant de suspicion. C'est pas normal. Le CAC est déconnecté de la réalité. Le CAC est-il devenu fou? La bourse, c'est le casino. C'est le crack, vendez tout. Enfin, voilà. J'ai pas l'impression qu'on traite les records du S&P 500 et du Nasdaq de cette manière-là, pour dire les choses. Voilà. Donc ça fait trois bonnes questions, je trouve, qui nous permettent d'entamer la discussion, Yves. Alors effectivement, Grégoire, là, il y a presque trois émissions différentes. Sur ouais. le même sujet, on est... Oui. Alors, peut-être partons par la question la plus simple, effectivement, et qui d'ailleurs peut laisser transpirer quelque chose d'assez négatif pour le placement action, dire qu'en 21 ans, on n'en est qu'à un faible 3% de performance. Revenus réinvestis, dividendes réinvestis, ça paraît peu. Brut, hors frais. Oui, en plus, dans l'asset management, et les gens de marché connaissent très bien et utilisent très bien ce qu'on appelle les effets de base. Alors, quand on parle justement de ce nouveau record qui a été battu sur le CAC 40, cette fois-ci hors dividende, on se place par rapport à une base qui a été finalement l'aboutissement d'une période de progression des valeurs qui avait été tout à fait astronomique. Et donc, on part par rapport à une base extrêmement haute. Donc, effectivement, en partant de cette base extrêmement haute, il n'est pas aussi étonnant que ça qu'il ait fallu plus de 20 ans pour retrouver de nouveau un sommet. Et n'oublions pas que là aussi, on fait des calculs dividendes non réinvestis. Ouais. En quelque sorte, notre CAC dont on parle tous les jours, c'est nue propriété. Et on oublie l'usufruit. Et ça fait une très grosse différence. Beaucoup d'études montrent, moi j'en avais fait dans mes anciennes vies sur le sujet. Bien sûr. En Europe, la distribution de dividendes correspond à peu près à long terme, à condition que ces dividendes soient réinvestis, à peu près entre 50, voire jusqu'à 65-70% de la performance totale. L'autre composante étant finalement ce qui est le corollaire de la progression des bénéfices, c'est donc la progression en capital. Puis le dernier élément, c'est la valorisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon le multiple de capitalisation, qui à certains moments peut être à 10, comme dans les années de forte inflation il y a 40-50 ans, et qui parfois peut être à 20, 25, voire plus, ce qui était le cas à la fin de la bulle Internet, c'est-à-dire au début des années 2000. Donc il y a un effet de base. Moi, ce que j'aimerais indiquer aux téléspectateurs, c'est refaire l'historique du CAC, qui est né le 15 juin 1988. 88. Juste après un crack d'ailleurs, la bourse. Oui, c'est vrai. Donc là, on avait déjà pas mal remonté. Donc sur une base de 1000 points. Donc on voit qu'aujourd'hui, nous dépassons le niveau des 7000 points dividendes non réinvestis. Et on dépasse, on en parle un peu moins, mais les 20 000 points aujourd'hui, dividendes réinvestis. Là, on en parle moins. Si, alors, on en parle beaucoup. Après,
il y a un consensus de marché qui fait que l'indice de référence reste le CAC 40. Mais c'est peut-être d'ailleurs une question. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi à remplacer le CAC 40 par le CAC 40 Total Return dans le consensus de marché, d'une certaine manière? La France est un pays très conservateur et on a du mal à changer de nos habitudes. Ouais. Et puis ça a été, il faut le dire aussi, pour certains acteurs de la finance, un outil très confortable d'avoir un produit non dividende réinvesti. Voilà, les gens se reconnaîtront. Donc on a vécu très facilement. Puis après, ce sont les habitudes qui font que... Alors, si on reprend tout cet historique de maintenant 33 ans et 5 mois précis, j'ai fait mes petits calculs, et on s'aperçoit quoi? Que le CAC 40 réalise, brut, non dividende réinvesti, une rentabilité annuelle de 6,4% sur cette période. Dividende réinvesti, on dépasse les... on est presque à 10. On est presque à 10. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que si on prend l'hypothèse, je crois à peu près juste, d'une inflation moyenne sur la période, elle était plus élevée malgré tout il y a 20 ans, de 3,5 à 4%, vous voyez qu'on a une prime de performance des actions qui est dans la fourchette des 5-6%, ce qui est tout à fait logique et comparable à ce qu'on trouve sur d'autres marchés développés et tout à fait cohérent avec ce que doit être le placement à long terme sur un actif volatile qui est l'actif action, mais qui est aussi le plus performant, certes aussi avec les actifs immobiliers sur lesquels les Français sont beaucoup plus, j'allais dire, fans. Voilà, non mais je retiens, redonnez-nous là depuis 88. Donc 6% d'un côté, c'est ça. En nominal, oui, c'est voilà, ça. En nominal et déflaté, 10%, donc ok. Et donc déflaté, c'est une prime d'environ 5 entre 5 oui, c'est ça, c'est 5-6% en réel hors effet de absolument. De l'inflation. Non, mais juste à comparer avec... Alors, j'ai pas regardé la croissance annuelle moyenne depuis 1987 de la France, mais grosso modo, en tout cas sur la dernière décennie ou les 2 dernières décennies, on est sur une croissance annuelle moyenne peut-être autour de 1,5% ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on peut avoir. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus les entre 1,5 et 2. D'accord, elles étaient plus fortes. Elles étaient plus fortes. Voilà. Non, mais pour essayer de donner une jauge de ce qu'a été l'économie réelle pendant cette période. Absolument. Donc, on est dans quelque chose qui est tout à fait, j'allais dire, logique. Pendant ce temps-là, c'est vrai que les marchés financiers ont bénéficié de la baisse des taux, de la progression assez régulière des bénéfices. On a eu des moments très difficiles. On a eu 2008 où il y a eu une chute des profits. On avait à peine récupéré d'ailleurs le niveau nominal global consolidé des profits suite à la chute de 2008-2009, juste avant la crise sanitaire. Et puis là, on a une année 2021 où les profits, de nouveau, rebondissent énormément. Donc finalement, on s'aperçoit sur une période de 10-15 ans que la progression moyenne des profits n'a pas été aussi élevée que ça. Mais malgré tout, quand on regarde les choses avec beaucoup plus de recul, c'est-à-dire maintenant un peu plus de 30 ans, tout ça est assez logique. Dernier point, on compare l'indice français ou les indices français, le CAC 40 avec le Nasdaq, les indices américains. Ensuite, il y a la composante. Et le CAC 40 d'il y a 20 ans, 30 ans n'est pas du tout le même et les bénéfices ne sont plus du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et ceux de l'indice CAC 40 et ceux de l'indice américain ne sont pas les mêmes. On sait très bien que la technologie et l'effet rachat d'actions aux États-Unis expliquent une bonne partie de l'écart de performance entre CAC 40, bourse européenne et bourse américaine. Julien, que vous inspire donc ce record du CAC et les questions qu'on essaye de se poser ce soir? Je dirais que pour revenir sur les composantes, le CAC 40 aussi représente l'Europe en général, le fait qu'on a plus de mal à innover, plus de mal à créer des champions. Même s'il y a eu effectivement des mouvements, ils sont d'un point de vue sectoriel beaucoup moins importants que ce qu'on a connu aux États-Unis. On a eu juste avant cette crise de 2000, c'était la bulle télécom. Bon, c'est tout sous le cours d'Orange aujourd'hui. Donc on est effectivement. Ça a valu quoi, 150 plus? Ouais, 170, je crois. On a 10 quoi. On a 9 euros. On a monté à plus de 200 euros de même. Plus de 200 euros, c'est possible. Ça a pesé, j'ai vu 175 milliards peut-être au plus haut. Exactement. Donc ça c'est sur la partie 2000. Sur la partie 2008, juste avant, c'était les banques qui avaient un poids très important. Et effectivement, avec la réglementation qui a énormément durci leurs besoins à fonds propres, la rentabilité, tout naturellement, ne pouvait pas revenir au même niveau. Donc on a eu ce deuxième effet-là. Plus les politiques de la Banque Centrale Européenne qui faisaient des taux très très bas, c'est un secteur qui du coup a eu beaucoup de mal à sortir de cette crise. Et c'est vrai que on a quelques champions technologiques, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais si on compare avec des pays plus innovants comme les États-Unis, c'est clair que la différence elle est criante. Quand on voit Tesla aujourd'hui qui fait 1200 milliards de dollars, on peut discuter de sa valorisation.
Mais voilà, on ne peut pas imaginer en Europe qu'on aurait pu avoir une société qui n'existait pas il y a 10 ans, qui pourrait faire aujourd'hui une capitalisation de cette taille. Et ça pose la question de l'accès aux capitaux, ça pose la question du fait qu'on a plutôt des pays conservateurs sur l'innovation, où on n'est pas très sandbox, on va mettre les anglo-saxons, on va laisser sa chance à de nouveaux acteurs, on va plutôt verrouiller et puis demander aux gros acteurs s'ils ont envie qu'il y ait un petit qui puisse exister sur ce marché. Donc c'est aussi symptomatique de la mentalité européenne, quelque part. Vous répondez en partie à la question. C'est encore une fois, moi, ce qui me frappe, c'est que, alors, on peut s'inquiéter de tout sur les marchés. Moi, je passe ma journée à poser des questions sur le niveau d'inquiétude des investisseurs, des gérants, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça, etc. Mais, encore une fois, un record du CAC en 21 ans, et les premiers commentaires, c'est le CAC est fou, déconnecté de la réalité. On est à plus de 60 records cette année, rien que cette année pour le S&P 500. C'est ce que je disais. Je suis pas sûr qu'aux États-Unis, même l'épargnant final américain ne se réjouissent pas de voir son marché boursier battre des records. Alors même sous forme de clin d'œil, parce qu'on a tous en tête Donald Trump qui tweetait chaque record du Dow Jones pendant sa présidence. Je me demandais si Emmanuel Macron allait oser un tweet sur le CAC 40 à plus de 7000 points. Évidemment que non. Mais ça en dit long sur notre rapport, je trouve, à la croissance, à la performance, à l'argent, à plein de choses. Les dividendes qui, à chaque fois, fait hurler les politiques, etc. Donc, c'est clair qu'on a une mentalité qui est très, très différente de celle d'autres pays. Mais globalement, sur le niveau aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'on l'aurait atteint est-ce qu'on aurait atteint ce niveau s'il n'y avait pas eu cette crise ? Parce que finalement, cette crise a permis cette politique monétaire très agressive, ces dépenses publiques très agressives, qui poussent les valorisations de la bourse, certes, mais pas que. Les prix de l'immobilier, donc ça, tout le monde le voit au quotidien dans sa vie de tous les jours, mais aussi le marché obligataire, etc. Donc la question, c'est est-ce que le prix des actifs est très élevé aujourd'hui ? Oui, parce que c'est lié au contexte de politique monétaire. Donc ça, c'est très, très clair à ce niveau-là. Il n'y a pas de débat. Maintenant, est-ce que les actions est la classe actif action, est la plus chère en relatif ? On en trouve d'autres. Eh oui, c'est ça. Ne serait-ce que l'obligataire en premier lieu. S'il y a une bulle aujourd'hui, elle commence par la bulle du marché obligataire qui, là, pour le coup, est directement entretenue par les banques centrales. Non, mais je reste sur mon indicateur CAC 40. Que ce soit le CAC hors dividende ou dividende réinvesti, dans vos métiers, dans l'industrie de la gestion d'actifs, est-ce que c'est encore un indicateur qui a une utilité pour vous, Julien ? Non, très peu en tout cas. On le regarde, c'est plutôt un indicateur qu'on regarde dans les relations en gestion privée, parce que les clients privés ont plutôt cet indice de référence, parce qu'ils le voient dans les grands médias, dans le journal de 20 heures, etc. C'est vrai que leur parler du stock 600 ou du MSCI, que sais-je, ça leur parle très peu, ça leur paraît très abstrait, d'autant plus que dans la composition de ces indices, c'est des valeurs qui n'ont pas forcément beaucoup leur parler. Mais il est vrai que dans les discussions avec des institutionnels, personne n'utilise le CAC 40 comme référence pour regarder un investissement. Alors moi, je ne suis plus gérant d'actifs, mais ils me consultent, des investisseurs, mais j'ai fait ce métier pendant plus de 30 ans, donc c'est vrai qu'en termes de benchmark, ça fait déjà belle lurette que cet indicateur n'est plus utilisé, parce qu'il a des gros défauts, il est très concentré. Ces plus grosses composantes qui sont des entreprises qui performent bien, je me souviens, il fut un temps Total et d'autres, et aujourd'hui LVMH dépasse allègrement la barrière des 10% qui pose des problèmes dans le cadre de la gestion active et de la réglementation. On a donc une concentration des paris qui est forte pour des gérants qui veulent diversifier plus largement leur portefeuille. Bref, tout un ensemble de caractéristiques. Et puis d'ailleurs son mode de calcul qui font que depuis longtemps les investisseurs un peu plus sophistiqués ont pris que c'était un thermomètre qui était j'allais dire amusant, mais comment on explique, alors je sais pas, mais comment on explique qu'on soit peut-être un des seuls grands indices, admettons que nous restions un grand indice, mais qui n'inclut pas justement le réinvestissement des dividendes. Tous les autres indices sont mesurés comme ça, sont calculés comme ça. Comment ? Moi, ça fait 10 ans que je traite ce sujet et qu'effectivement, j'ai du mal à vendre le CAC 40 Total Return parce que c'est pas l'indicateur consensuel, c'est pas ce qu'on va retrouver aux 20 heures, c'est pas ce qu'on a sur les écrans en premier lieu. En tout cas, il faut faire l'effort d'aller regarder la performance du CAC 40 Total. Pourquoi on n'est pas arrivé, mais c'est une question qu'on pourrait poser à Euronext, aux fournisseurs d'indices, etc. Pourquoi on n'est pas arrivé à imposer un CAC 40
mieux ficelé d'une certaine manière. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Le CAC 40 n'est pas le seul exemple. Il y a d'autres indices qui sont bizarrement foutus, aussi parce que très anciens. Dow Jones, oui, avec une pondération, l'indice Nikkei de la bourse japonaise, avec un calcul arithmétique, de moyenne arithmétique. Enfin, ça sera un petit peu long, mais il y a des distorsions. Donc en fait, tout chaque ça relève... indice a ses faiblesses, on va dire, d'une certaine manière. Ça relève de l'histoire, ça relève parfois de choses moins avouables. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi des avantages. On a en Allemagne un indice qui était basé sur 30 valeurs, qui est basé sur 40, un Eurostock sur 50, un Dow Jones industriel qui est le plus ancien des indices, qui n'a que 30 valeurs, pas forcément représentatives, même plus tellement de la cote américaine, mais ce sont des indices faciles à construire, à suivre, et qui sont, je prends le cas du CAC 40, du DAX 30, support, parce que c'est plus facile d'avoir des indices concentrés, qui sont support de contrats à terme. Donc il y a aussi des raisons techniques qui peuvent expliquer. Si vous prenez le cas d'indices beaucoup plus larges et diversifiés comme les indices MSCI, là, il est très compliqué de bâtir des produits synthétiques sur des indices qui sont composés de centaines de valeurs, voire encore plus quand il s'agit de l'indicateur monde. Même si on regarde la partie dérivée, vous disiez, avec les contrats futurs, tous les traders vous disent ça traite énormément sur l'Eurostock, sur les futurs Eurostock, ça traite énormément sur les futurs DAX, ça traite très peu sur les futurs CAC 40. Oui. Mais fut un temps, c'était le cas, et on est passé du CAC 40 à l'Eurostock 50. En revanche, ces produits-là et ces indices sont très utilisés, car ils sont arbitrables, ils donnent de la liquidité, donc ils ont une forme de contribution à l'activité du marché. Voilà. Donc on ne peut pas avoir non plus un marché bâti uniquement sur des indices très diversifiés, plus justes, plus représentatifs. Voilà, j'allais dire là pour mettre un petit peu de controverse dans la discussion consisterait à uniquement critiquer pourquoi le CAC 40, un indice mal foutu. Alors je rappelle quand même, on ne l'a pas dit dans notre conversation précédente, c'est que le record du CAC 40, il a été battu dès l'année 2007. Dividendes réinvestis. Oui. Donc dire qu'aujourd'hui et découvrir que l'indice est très haut, voilà. Donc pour un petit peu faire le contrepoids avec les performances d'autres indices ailleurs, y compris en Europe, qui ont battu des records depuis bien longtemps. Puis aux États-Unis, c'est tous les jours en ce moment. Donc, voilà. Et c'est donc là qu'arrive la question quand même. Sachant qu'au moment où on se parle, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq ont aussi marqué de nouveaux records, après des dizaines de records déjà marqués au cours des derniers mois par ces indices américains. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même là de quelque chose d'un peu vertigineux? Parce que c'est vrai que le mois d'octobre, alors qu'est le mois historiquement le plus faible, pas forcément négatif, a été un mois incroyable en termes de performance boursière pour le coup, et on a l'impression qu'on est encore aspiré vers de nouveaux sommets en permanence. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation aujourd'hui avec les éléments fondamentaux dont on dispose, et techniques également? Julien. Aujourd'hui, le vrai sujet, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les banquiers centraux. Et je pense que le message que j'ai envoyé ces derniers jours est assez clair. On va continuer. Donc, la Banque d'Angleterre, on attendait hier, est-ce qu'elle relève ses taux? Bon, finalement, on dit je vais patienter un petit peu. Le discours de Jérôme Powell au niveau de la Fed a été aussi assez clair. On fait du quantitative easing, effectivement. Il y a un peu plus d'inflation que ce qu'on attendait, mais c'est pas grave. On réduit de 15 milliards par mois. Mais si jamais ça commence à retanguer, vous inquiétez pas, on remettra ce qu'il faut. Voilà, donc tant qu'on a ce type de discours des banquiers centraux, il n'y a pas de limite. Et c'est quelque part la théorie monétaire moderne, c'est de dire finalement on peut créer de la monnaie de toute façon à tout va. Les banques centrales peuvent acheter la dette des États sans que ce soit un sujet. Et on a l'impression, en tout cas à ce jour, jusqu'à maintenant, qu'il n'y avait pas de limite. La seule limite qui commence à apparaître, c'est les tensions inflationnistes. Bah oui. Voilà. Donc c'est ça le sujet. Et c'est nouveau ça quand même. C'est nouveau, mais c'est pas surprenant non plus. Bon, il y a un effet des confinements, bien sûr. Il y a des effets sur le transport, etc. Mais clairement, on voit qu'il y a quand même des petites tendances sur les hausses de salaire. Les États-Unis, on en parlera, les chiffres de l'emploi qui sont très bons, donc le chômage qui a fortement baissé. Et donc tout ça, évidemment, va créer certainement, en tout cas, un début de spirale inflationniste, c'est-à-dire hausse de salaire, au moins aux États-Unis, et poursuite de la hausse des prix. Madame Lagarde a un discours là-dessus assez clair. L'inflation, c'est pas un problème. Donc, on voit que globalement, les banquiers centraux veulent continuer à aller dans la même tendance,
quitte à créer des bulles sur les actifs. Bon, je ne pense pas qu'une bulle sur les actions soit un vrai sujet pour eux de toute façon, mais quitte à créer des bulles sur l'immobilier, sur le marché obligataire. Voilà, donc ils vont continuer d'inonder le marché. Voilà. Maintenant, le sujet, c'est l'inflation, l'évolution des taux. Et vous voyez une séance comme aujourd'hui qui est assez interpellante. Vous avez l'OPEP+, qui vous dit je ne vais pas augmenter plus ma production, donc le pétrole repart à la hausse. Vous avez des chiffres de l'emploi qui sont très bons. Et qu'est-ce que font les taux ? Ils baissent aujourd'hui. Ouais. Donc c'est quand même très contre-intuitif, alors même qu'on a aussi quand même cette annonce sur Pfizer et son nouveau médicament qui a des effets très positifs. Quasiment un an, jour pour jour, après l'annonce des vaccins. Là, on parle de pilules, c'est ça, avec une efficacité visiblement importante sur le risque d'hospitalisation. Donc ça, donc tout ça, en tout cas, devrait pousser les taux à la hausse, et non, ils baissent encore aujourd'hui. Comme on avait eu un petit peu cette tendance au printemps, parce que les banquiers centraux avaient dit, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. On a un peu le même discours, donc c'est peut-être ça qui joue. Mais si on regarde les choses froidement, sans écouter les discours, évidemment, qui peuvent avoir des buts un peu différents que d'être objectifs, tout est réuni pour que l'inflation perdure et que les taux remontent. Justement, est-ce que les taux ne baissent pas parce que, justement, les banques centrales accélèrent un petit peu le changement de discours ? Alors, voilà, il y a deux manières d'écouter. Vous entendez Jérôme Powell qui... la manière dont vous traduisez les choses, Julien, c'est de dire on continue, mais on peut entendre on va quand même essayer d'en faire un peu moins et... on verra. Peut-être que s'il le faut, on s'attaquera au sujet de l'inflation dans les prochains mois ou au milieu de l'année 2020. Je vois que vous n'y croyez pas, mais on peut entendre cette inflexion aussi d'une certaine manière. Il y a un mini effet flux et effectivement, le plus important, c'est le stock. Et le stock, il va clairement pas bouger. Ouais. Donc on baisse les flux très légèrement, mais c'est pas de nature, en tout cas, à dire, en tout cas aujourd'hui, que la politique n'est pas incommodante. D'ailleurs, les taux réels sont encore très 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 négatifs. Bien sûr. Vont l'être pour encore très longtemps. Donc là-dessus, sur l'idée qu'on pousse à la surchauffe, pour moi, il est assez clair. Bon. Sujet infini des banques centrales. Là, on sort d'une séquence de réunions qui ont été un peu agitées, on va dire, pour certaines d'entre elles. Mais c'est crucial, en fait. Ce qui s'est passé ces derniers jours, effectivement, ça a été très bien expliqué par Julien, est tout à fait illustratif, en fait, d'un piège, quelque part, dans lequel sont de plus en plus coincés les banquiers centraux. Alors, je pense que ce qui renforce l'effet très surprenant a priori de recul des taux, un jour, on annonce finalement un marché de l'emploi aux États-Unis très, très, très dynamique, très vigoureux, c'est que le marché, dans la séquence précédente, depuis 2 mois et demi, a quand même connu un repli. Alors Grégoire, vous mentionniez le mois d'octobre, une petite reprise. En fait, le plus mauvais mois de l'année, les études, en particulier en Europe, c'est pas octobre, c'est septembre. Même si octobre a, pour lui, si j'ose dire, une mauvaise réputation. Du crack de 29, du crack de 87, mais en réalité, c'est septembre. Et septembre était un mois un peu plus compliqué. Et octobre n'est pas franchement bon, mais plus partagé. D'accord. Et on le sait tous, la saisonnalité devient très positive à partir de novembre. Novembre, décembre et début d'année. Voilà. Donc ça, c'est un peu le cycle, j'allais dire, saisonnier, évidemment, qui souffre d'exceptions. Mais donc, on a eu cette séquence où, en Europe, en gros, les indices, entre le 15 août et fin septembre, début octobre, ont reculé de 5, 6, 7%. Ouais. Et il me semble que sur les marchés des taux, les opérateurs sont allés loin en besogne, ont d'ores et déjà, en particulier aux États-Unis, anticipé que Powell, qui a bien tracé le chemin de communication, allait commencer à annoncer le tapering à partir de novembre pour décembre jusqu'au mois de juin 2022 et enchaîner sur une première hausse des taux. Et ont donc commencé à pricer de façon assez nette vraiment un durcissement de la politique monétaire, en tout cas de la Fed, à partir de la seconde partie de 2022. Et là, quelque part, il y a un effet retour sur un discours des banquiers centraux, et puis l'épisode britannique et australien, des banques centrales qui, elles, avaient dit non, on va y aller de façon encore un peu plus musclée, rapide, et qui sont là, et qui vont être obligés de gérer, en particulier en Angleterre, avec la Banque d'Angleterre, comment dirais-je, on va avoir un mea culpa en termes de communication, ou de le justifier en disant... D'ailleurs, c'est ce qui a été fait par le patron de la Banque d'Angleterre. Bref, ce sont des éléments qui, pour ceux qui ne le croyaient pas, montre réellement aux yeux du monde que les banquiers centraux ne peuvent pas durcir la politique monétaire, en tout cas de façon rapide, marquée, proche, en tout cas avec l'outil relèvement des taux d'intérêt. Ouais.
avec les rachats d'actifs, les programmes de rachat d'actifs, oui, ce que les Américains commencent à faire, au risque même peut-être d'en engager un deuxième plus tard si les choses devenaient plus compliquées. Donc là, je crois qu'il y a ce phénomène qui apparaît aux yeux du monde et qui fait dire au marché, on remet un bol de punch, un bol de sangria, pour reprendre l'anecdote bien connue, et puis la fête continue quelque part. On verra, parce que comme vous le dites, il y a quand même il y a des vigilants dans les marchés, et qui continuent d'intégrer des hausses de taux de la Fed en 2022, quand bien même le discours de Powell laisse entendre que c'est pas le sujet pour l'instant. Donc il y a quand même un rendez-vous à venir, à un moment, entre les marchés et Jérôme Powell. On ne peut pas passer d'une situation et d'une anticipation totalement à gauche à une anticipation totalement à droite du jour au lendemain. Donc certaines petites banques centrales, entre guillemets, peuvent se le permettre. Pour la Fed, c'est plus compliqué. Pour la Fed, c'est compliqué. Ouais. Oui, un mot aussi, du marché du travail américain. C'est la stratégie de la Fed d'aller au maximum de l'emploi aux États-Unis. Jérôme Powell l'a redit, ça reste un objectif prioritaire devant celui de l'inflation, en tout cas à l'heure où on se parle. Le marché du travail américain reprend une dynamique beaucoup plus positive après quelques mois un peu faibles, Julien. Oui, tout à fait. On a eu des chiffres qui étaient extrêmement solides. Et ce qui est intéressant dans cette publication, c'est que c'est le secteur privé qui a créé beaucoup plus d'emplois que prévu, puisqu'on a eu plutôt des destructions dans le secteur public, et avec notamment la partie loisirs et hôtellerie qui repart très fortement. Plus de 160 000 créations d'emplois. Donc on voit que l'économie américaine se rouvre et que finalement on est sur une dynamique avec un taux de participation qui a peu bougé pour le coup, mais on voit en tout cas que la tendance est bonne. Un taux de chômage à 4,6%, donc des niveaux qu'on aimerait bien avoir en Europe, évidemment, même si la structure du marché de l'emploi est très différente. C'est difficile de comparer de manière exacte, mais en tout cas la stratégie fonctionne, c'était l'objectif. Maintenant, on revient toujours à la même question, à partir de quel moment on va avoir des salaires, parce qu'on sait qu'il y a des tensions sur le marché de l'emploi, à quel moment on va avoir les salaires qui commencent à s'emballer. Et donc, je dirais que le seul limite de cette politique monétaire, c'est le social. Parce que quand vous faites exploser les prix de l'énergie, alors les gouvernements mettent des rustines, on voit bien en France, les chèques énergie, les chèques essence, et puis on va augmenter les SMIC, et puis on demande au MEDEF d'augmenter les salaires. Enfin voilà, on essaye de trouver toutes les ficelles, surtout qu'on approche des élections présidentielles, donc ça devient évidemment critique. Et puis finalement, comme on emprunte à des taux nuls, finalement faire du déficit, c'est pas un problème. Donc continuons. Donc voilà, donc vraiment la limite, c'est le social, mais on voit qu'aujourd'hui, le choix des gouvernements, puis si on parle des États-Unis, n'oublions pas le plan de relance d'investissement dans les infrastructures, qui est en discussion, on verra ce que ça donne. Mais s'il y a en plus ce plan qui arrive, c'est encore plus d'argent qui est mis dans la machine. Oui, mais il est déjà beaucoup moins important que ce qu'on pouvait imaginer, que ce que le marché a peut-être intégré initialement. Oui, mais tant mieux. Mais avec un taux de chômage à 4,6, l'effet, en tout cas, de tension sur le marché de l'emploi va être encore plus puissant, forcément. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, et c'est intéressant de voir les créations d'emplois dans le secteur privé, et comme vous dites, spécifiquement loisirs et hôtellerie, parce qu'on a vu un ISM Service aussi qui était très très fort encore, sur des niveaux records, mais qui montre d'une certaine manière que l'économie américaine est loin d'être complètement rouverte aujourd'hui, Julien. Moi, c'est ce que je retiens. Si j'essaye de faire le lien avec le discours de Jérôme Powell, non seulement les pénuries, nous, en tant que banque centrale, pas grand-chose à faire là-dedans. Et puis, mon sujet, c'est que la demande a peut-être encore besoin d'un peu de soutien. Et puis aux États-Unis, notamment avec cette annonce de Pfizer, ils ont d'ores et déjà annoncé que le médicament serait disponible pour la fin de l'année. Ils ont déjà des capacités de production équivalentes au traitement de 50 millions de personnes. Et donc, le discours du CEO de Pfizer, en tout cas, annonce que pour février, il n'y aura plus de sujet Covid aux États-Unis. Ouais, donc c'est c'est le game changer. Alors, il y a eu le game changer des vaccins, bien sûr, mais vous dites cette nouvelle-là, elle est aussi importante quand même. Oui, parce qu'il y a une partie de la population qui a refusé de se vacciner. Donc voilà, c'est ça. C'est le game changer, c'est l'autre game changer après les vaccins. Exactement. Donc ça ne va pas les inciter à y aller, pour le coup, à se faire vacciner. Du coup, si tout le monde sait qu'il y a un médicament, ça ne va pas forcément accélérer les vaccinations. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a une solution efficace. Et donc, du coup...
on n'aura plus cette crainte. Et puis c'est toujours un peu la même chose. Hein. On a toutes les armes pour la bataille anti-Covid, hein, c'est ce que dit le patron de Pfizer. Exactement. Et puis sur l'hôtellerie loisirs, je pense que ça repartira comme avant, puisque très souvent, quand il y a ce genre d'événement, on dit tout va changer, et puis finalement, rien ne change. On verra, on n'en a pas beaucoup vécu quand même des événements de cette nature-là, mais oui. Non, mais typiquement sur le télétravail, on entend tous, voilà, que tout le monde allait quitter les métropoles pour aller travailler en province. Bon, on voit que la réalité, c'est difficile de faire revenir les salariés. Il y a un retour de bâton. Exactement. Mais bon, quand même des choses peut-être fondamentales, structurelles qui... On verra. Alors... Dans l'idée qu'on vit une époque incroyable, donc le CAC à 7000 points, encore une fois, j'étais pas sûr de le voir, moi, genre le CAC à 7000 points, ça y est, c'est fait. Ce que je pensais absolument pas voir de ma vie, c'est le maire de la plus grande ville emblématique du monde, le maire de New York, nouveau maire élu de New York, il y avait une série d'élections locales importantes aux États-Unis. Je crois que le maire de Miami aussi lui a emboîté le pas, Yves, qui annonce fièrement, et d'autres. Il était précurseur, en fait. Précurseur, donc c'est le maire de Miami, rendons-lui hommage, qui annonce fièrement que ses premières fiches de paye seront libellées en Bitcoin. Oui. Au moins sur quelques mois. Oui. Est-ce que ça relève de l'anecdote et ça peut être du marketing politique, hein, on peut comprendre que ces gens-là aussi aient besoin d'accrocher peut-être un peu des nouvelles générations ou d'autres. Ou est-ce que c'est le signal révélateur de quelque chose qui devient possible aujourd'hui ? Il y a deux éléments explicatifs à mon sens. Enfin, vous l'avez aussi remarqué, on l'a tous remarqué. Il y a de plus en plus d'adeptes des crypto-monnaies qui progressent fortement. Et puis, il y a de plus en plus d'adeptes face aux politiques dont on vient abondamment de parler des banques centrales, qui sont, on va le dire, ultra inflationnistes. Hein, c'est le propre de l'inflation, la définition de l'inflation, c'est de dévaloriser la valeur de la monnaie et que tout ça se répercute dans l'indice général des prix et de façon durable. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. Par contre, la création d'inflation, qui est un phénomène purement monétaire, c'est ce que font les banques centrales depuis des années, pas seulement depuis 2 ans. Bon, face à ça, vous avez Bitcoin qui a été programmé, une crypto-monnaie qui répond à cette nouvelle technologie qui a comme valeur d'usage de concurrencer des monnaies banques centrales. Bon, face à ça, il y a de plus en plus de gens, y compris aux États-Unis, j'allais dire même peut-être encore plus aux États-Unis, qui sont des adeptes pour diversifier leur patrimoine, de très gros fonds, hedge funds, grosses fortunes, et certains qui sont concentrés sur ces actifs-là. Alors peut-être que Eric Adams, le nouveau maire de New York, fait partie de ces crypto-adeptes et pense que c'est une bonne idée. Démocrate, hein. Démocrate. Non, mais c'est un message politique qu'il envoie, forcément. C'est un homme politique. Oui, même si vous avez aussi toute une partie républicaine conservatrice, et je fais référence au Texas, qui est presque un État en phase de sécession, qui est lui en train de récupérer l'industrie du minage, entre autres des capacités qui sont sorties de Chine suite à l'interdiction chinoise. On est en train d'achever la construction d'une plus grosse ferme de minage en ce moment au Texas. Bref, vous avez une partie des États-Unis très anti-Washington, hein, vous voyez bien de quelle catégorie de la population on parle, qui, elle, est très aussi centrée sur la liberté individuelle et donc sur les crypto-monnaies, en tout cas privées, hein, parce qu'on parle aussi des crypto-monnaies souveraines, ce que sont en train de faire les Chinois. Oui. Donc on a aux États-Unis des endroits, des spots et même des États qui sont, dans l'Ouest américain en particulier, beaucoup plus concentrés sur Bitcoin, entre autres, des patrons américains de grandes entreprises technologiques aussi, côté au Nasdaq, et puis quelques hubs comme Miami et peut-être maintenant New York, puisque le nouveau maire de New York, donc probablement haussier sur le prix du Bitcoin, mais aussi dans son discours, il indique qu'il veut que New York soit un hub pour les crypto-monnaies et pour, de façon plus globale, tout le secteur de la technologie centré sur la blockchain. Donc je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas, derrière, des plans d'investissement pour peut-être compléter en fait le dispositif Wall Street financier traditionnel et faire en sorte que vraiment New York soit une cité où on vient y travailler dans le secteur de la technologie blockchain, les crypto-monnaies, etc. Et peut-être aussi le métaverse, puisque c'est le grand sujet technologique à la mode en ce moment. C'est le New Wall Street là qui est en train de se créer. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est l'autre explication de ces déclarations du tout nouveau, puisqu'il vient d'être il y a quelques jours. Hein, voilà. Ouais. Voilà. Alors, il faut suivre
suivre Miami, où effectivement le maire Suarez avait indiqué il y a déjà quelques temps qu'il envisageait de laisser la possibilité de payer certaines taxes, certains paiements municipaux, payer certains fonctionnaires aussi en Bitcoin. Donc vous avez deux endroits très particuliers aux États-Unis, encore une fois, Miami et maintenant New York, où voilà, c'est à suivre. C'est assez amusant, intéressant. Bon. Il va falloir absolument que la gestion en général, que la gestion privée trouve une manière de traiter cette question, parce que toutes les discussions que j'ai avec les banquiers privés, gérants privés, etc., ils sont assaillis de questions et d'appétit de la part des clients. Aujourd'hui, de toute façon, il y a un sujet réglementaire. C'est pas possible à travers un mandat d'investir sur des crypto-monnaies. Donc, comme ça, on ne peut pas tenir la rigueur qu'implique la gestion privée en partant comme ça sur cette... Non, mais c'est une question de régulation, tout simplement. C'est pas un actif c'est pas un actif éligible, de toute façon. Donc, il n'y a pas de fonds UCITS, au sens propre du terme, qui pourrait être intégré. Je crois que ça arrive. Après, il y a quand même une logique de diversification sur la labellisation UCITS. Donc, on peut essayer de mettre plusieurs crypto-monnaies, mais j'imagine qu'après, on peut trouver des crypto-monnaies pas trop corrélées. Mais bon, ça me paraît quand même être un sujet un peu complexe, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de réponse là-dessus. Moi, j'avoue humblement que je comprends tout à fait l'intérêt technologique. Je vois l'engouement, évidemment. Je vois que ça monte. Donc, chemin traditionnel humain, quelque chose qui monte doit continuer à monter. Donc ça, c'est... Ça nous ramène au CAC à 7000 points. Greed is good, c'est ça. Donc l'appât du gain. Voilà. Après, de définir quelle est la valeur d'une monnaie où il n'y a pas de... Alors, même si vous allez me dire qu'aujourd'hui, on n'a plus d'actifs physiques dans les banques centrales pour équivalent auto-monnaie, ça c'est très clair. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, évidemment. C'est très difficile de donner une valorisation à ces monnaies. Je n'ai pas vu en tout cas d'explication qui m'ait semblé cohérente là-dessus. Après, qu'on puisse acheter des actifs avec cette monnaie, ça je l'entends. Voilà, mais aujourd'hui, c'est quand même extrêmement difficile de donner une valeur. D'ailleurs, on voit bien sur les évolutions des prix. Aujourd'hui, il y a une crypto-monnaie qui a pris 7000% en 24 heures. Donc, alors qu'elle existe depuis plusieurs années. Oui. Ne la citons pas alors. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en 24 heures, ça presse 7000% je suis incapable de l'expliquer. Et puis, vous avez vu aussi dans la chronique, c'est cet investisseur qui avait acheté pour $8000 de crypto et qui a aujourd'hui près de $3 milliards de patrimoine. Donc, ça défie l'entendement. Voilà, donc c'est très volatile, très risqué certainement, mais bon, aujourd'hui, ça ne fait que monter. Donc, on entend l'engouement, en tout cas, des investisseurs. Vous venez du monde de l'industrie de la gestion traditionnelle. Voilà, vous avez basculé en partie dans le monde crypto aujourd'hui. Yves, vous comprenez encore que voilà, vos anciens confrères, toujours confrères, manquent encore de documentation, de conviction sur ce sujet? Je constate qu'il y a beaucoup de méconnaissances, alors par manque de temps. Souvent, je dois quand même le dire, ça ne va pas leur faire plaisir, mais par manque d'ouverture. Ils ont à décharge effectivement une réglementation qui pour l'instant pose problème. Raison pour laquelle d'ailleurs on le voit aux États-Unis. En fait, la SEC qui vient d'adopter il y a quelques jours, donner l'agrément pour le premier ETF tracker. Là-bas, les ETF peuvent être sur un seul actif sous-jacent, donc c'est plus facile. Vient de donner son agrément à un produit, mais qui est non pas indexé sur le Bitcoin, mais sur le futur Bitcoin, le futur étant un produit financier. Donc en fait, une des façons de basculer, j'allais dire d'un monde à l'autre, c'est d'utiliser des produits qui s'exposent aux crypto-monnaies, mais qui sont empaquetés dans des valeurs mobilières. Ce qui commence à se faire sur le marché des dérivés de crypto-monnaies ou à travers des certificats, ce genre de choses. Et puis, il y a des pays, je pense à un pays qui est tout proche du nôtre et qui n'est pas connu ici en France, où la réglementation bancaire donne des agréments à des gens qui évoluent dans le monde des actifs digitaux, qui est la Suisse. Aux États-Unis, on en est très loin. Donc, on voit bien que les sujets de réglementation, finalement, sont les obstacles de réglementation de fiscalité les plus importants par rapport à une technologie, qu'on en a parlé quelques fois à Grégoire, pour moi, ne fait plus photo entre les circuits traditionnels et puis ce qu'on arrive à faire avec l'actif numérique,
qu'ils soient centralisés ou décentralisés. D'ailleurs, les grandes banques françaises, je pense à une très fort, développent, ont des discours très ambivalents, mais développent aussi énormément la solution blockchain dans un certain nombre de types d'opérations. Donc on voit bien que là, il n'y a pas photo sur le sujet technique, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, à produire, à solidifier. Le problème, c'est que c'est une technologie qui a des conséquences réellement révolutionnaires. Après, juste quelques petites remarques sur ce que disait Julien. Si, il y a des manières de valoriser Bitcoin, mais ça serait un peu long de parler ici. Il nous reste 20 secondes. Et puis, attention, la plupart ce qu'on appelle crypto-monnaies ne sont pas des monnaies en réalité. Ce sont des jetons, des coins. Qui sont porteurs de projets sur différents domaines. Il ne faut pas du tout considérer Bitcoin étant un cas très, très à part, très spécifique, qui a effectivement la vocation de concurrencer les grandes monnaies qu'on connaît. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette semaine et cette journée historique et cette clôture du CAC 40. Au-delà des 7000 points ce soir, 7040 points en clôture pour l'indice parisien. Julien Kiss-Robert était avec nous, directeur des investissements de Montségur Finance, et Yves Maillot, le président de YAM Capital.